Françoise Abord, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté de répondre à l'invitation du Comité Laïcité République. Et comme un certain nombre de nos lecteurs ne vous connaissent pas forcément, si vous en êtes d'accord, je voudrais refaire un très très bref retour sur votre carrière et sur votre curriculum vitae. Alors, votre métier est d'abord été professeur des écoles, puis ensuite directrice d'une école maternelle. C'est un métier que vous avez exercé pendant à peu près 30 ans. Mais vous avez aussi touché à la politique, puisque vous avez été élue dans la ville de Blagnac, où vous avez été adjointe à la culture pendant pratiquement 15 ans, que ensuite vous êtes devenue sénatrice de Haute-Garonne de 2008 à 2020, c'est-à-dire une bonne douzaine d'années, ce sont toujours des moments très longs, et que dans vos activités de sénatrice, vous avez été vice-présidente de la commission culture, éducation et communication et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité hommes-femmes. Vos sujets privilégiés, eh bien, c'est bien sûr tout ce qui touche à l'enseignement, aux collectivités territoriales, à l'égalité du droit et surtout à la laïcité, dont vous êtes une militante de très longue date. Vous avez été notamment membre de l'Observatoire de la laïcité. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le sujet qui a quand même été majeur dans toute votre carrière, c'est-à-dire l'enseignement. Et notamment l'enseignement aujourd'hui tel que vous le ressentez et tel que vous le jugez, si je peux me permettre ce terme. Et je voudrais commencer juste en vous citant un livre qui vient de paraître. Nous célébrons aujourd'hui il y a un certain nombre de manifestations pour marquer le premier anniversaire de l'assassinat d'un professeur, Samuel Paty. Et Dinota nous dit à ce sujet ce qui est quand même une critique de l'institution en disant tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si le professeur était le fautif potentiel et qu'il était très important de le garder à l'œil. Comme si le professeur agressé, ou plus souvent la professeure, se retrouvait seul, à l'instar d'une victime de viol, qui aurait à prouver que non seulement les faits se sont déroulés comme elle le prétend, mais qu'elle n'est pas en train de salir indûment la réputation de son agresseur. Voilà. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vous remercie aussi de votre invitation. Et c'est vrai que ce sujet de l'éducation est un fil conducteur pour moi. Comme on dit, quelquefois on a un fil rouge. Et donc l'enseignement a pour moi été le fil rouge avec bien sûr la laïcité. Donc les quelques mots que vous avez dit concernant Samuel Paty sont très importants parce qu'en effet on se rend compte aujourd'hui, j'allais dire on l'avait quand même déjà constaté hier et avant-hier, mais à l'occasion de cet assassinat de Samuel Paty, qui est une goutte de plus dans la solitude des enseignants, on a vraiment ce ressenti où l'institution donne l'impression de soutenir, mais si on regarde bien, l'enseignant est seul. Et ça, c'est terrible. Donc, je suis contente que vous ayez parlé de Samuel Paty, sinon j'en aurais parlé parce qu'évidemment, cette semaine, il y a beaucoup de commémorations et le 2 novembre, il y aura une minute de silence dans les écoles. Ça me permet de faire le lien puisque si on revient un peu en arrière, les minutes de silence en France ne sont pas si nombreuses. Il y en a eu lors de décès des présidents de la République, il y en a eu en 2001, mais la plus importante a été celle lors des attentats de Charlie Hebdo. Et c'est là où on a vu un certain nombre de choses qui sont remontées et qui, de plus en plus, nous montrent que l'institution laisse seuls ses professeurs.
La minute de silence pour Charlie Hebdo, elle n'avait pas été suffisamment préparée, je pense, et les professeurs se sont retrouvés d'abord tristes, bien sûr. Il faut assumer la peine et le décès, donc c'est pareil pour Samuel Paty, et un peu sans aide, sans avoir les mots, parce que dans chaque classe, le professeur d'histoire géo a peut-être plus les mots que le professeur d'anglais ou le professeur de technologie, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est juste des éléments de langage qui parfois ne sont pas si faciles. Et c'est là aussi que j'ai envie de vous dire, moi, enseignante, issue de la dernière fournée de l'éducation nationale, de l'école normale, donc au Batignolles. À l'époque, j'étais à Paris au Batignolles. C'était avant les UFM, les ESP, les INSPE, peu importe le nom. Mais ce qui est important, c'est le contenu. Et à cette époque-là, donc là, je fais un peu mon ancienne, mais de temps en temps, il faut le faire. Il y avait une formation des enseignants. La formation, bien sûr, à la pédagogie, la formation à la gestion de conflits, un peu les problèmes d'autorité, mais ce que j'appelle le minimum de bagage pour que tout professeur puisse comprendre la laïcité, c'est-à-dire des dates importantes. 1789, bien sûr, on pense à la Révolution française, mais c'est aussi le premier article vers la Constitution. Il y a la loi de 1880, la liberté de la presse, la loi de 1901, ô combien importante pour les associations, et la loi de 1905. Et je crois que, et je peux en citer d'autres, des dates importantes, mais je pense que nous étions formés à l'époque pour avoir des mots simples, qui expliquait la liberté de conscience, pourquoi c'est si important que l'école soit publique, laïque, sans signe ostensible. Je vous rappelle la loi de 2004 aussi, qui a fait polémique. Certains ont dit que ce n'était pas normal, qu'on montait les personnes contre les religions. Et qui est toujours contestée aujourd'hui. C'est cette loi de 2004, hein. Elle est contestée aujourd'hui, voilà. Et c'est pour ça que j'en parle. Moi, quand j'ai fait l'école normale, elle n'existait pas encore. Mais après, je l'ai vue arriver avec beaucoup de plaisir parce que je pensais que c'était rassurant pour les enfants. En fait, moi, je fais toujours la différence entre l'enfant dans sa famille. Donc, il reçoit une éducation, il entend un certain nombre de choses et c'est normal, c'est l'éducation parentale. Mais l'élève, à l'école, dans les établissements, collège, lycée, l'enfant devient élève. Et il apprend d'autres choses, des matières, des contenus, mais il apprend aussi, et c'est là où moi je pense que les professeurs ont un rôle très important, et donc l'institution école normale, c'est qu'il apprend à devenir élève, et il apprend à forger sa liberté de conscience. On dit souvent la France, c'est le pays de la liberté de conscience. Mais là aussi, je crois qu'on est en train de perdre un peu notre liberté de conscience. Alors, ça, selon vous, c'est dû à quoi? On a quand même la plupart des incidents, et des incidents majeurs, et même très graves, comme le cas de Samuel Paty, mais qui est loin d'être le seul. Ça ne va pas toujours jusqu'au meurtre, mais certains professeurs ont été agressés à coups de couteau, et il y a eu d'autres exemples. Sont presque tous des attentats d'origine islamiste. Donc, qu'est-ce qu'il est possible, à votre avis, de faire dans ce cas pour essayer de limiter cette poussée? Alors pour moi, c'est tout l'enjeu de la formation des enseignants, comme je disais tout à l'heure, et de leur bagage autour de la laïcité, des lois de la République et de la mise en avant de la priorité des lois de la République. Alors, je ne vais pas mettre dans un même sac tous les enseignants, parce que on met toujours en exergue ceux qui sont pris à défaut. Mais heureusement, il y en a beaucoup qui osent parler de ce qu'on appelle les sujets sensibles. Pour autant, je pense que les ouvertures vers l'étranger, on ne va pas les négliger. Au contraire, c'est positif, tout ce qui est échange Erasmus, tous nos jeunes qui vont à l'étranger ou des jeunes étrangers qui viennent en France au moment de leurs études, ça fait un mélange culturel, mais parfois nos futurs enseignants ne réalisent pas que
ce mélange peut être positif si on tient bon sur la République et les lois de la République. Moi, aujourd'hui, je suis un peu choquée, et quand je dis un peu, par rapport à tout ce qui se dit, par rapport au rapport Sauvé qui est sorti sur la pédophilie dans l'Église, où on dit la confession prime. Non, quand on parle de la charia, on monte sur nos grands chevaux. Je ne vois pas pourquoi je ne monterais pas sur mes grands chevaux quand on parle de la confession. Les lois de la République sont prioritaires. Et pour moi, la laïcité, c'est ça aussi.